10.05. C'est la période de questions du public. Alors, comme nous l'avons fait le mois dernier, nous vous avons invité à nous transmettre vos questions par courriel jusqu'à ce matin 9 heures. Et donc, nous avons une bonne vingtaine de questions. Et j'invite maintenant Madame Châteauvert à lire la première question. La première question provient de Monsieur François Boucher. Madame la mairesse, selon des statistiques, l'arrondissement d'Annecy a un plus grand nombre de citoyens que Montréal-Nord. Pourtant, on a juste 2 bibliothèques alors que Montréal-Nord en a 4. Pouvez-vous remédier à la situation dans Annecy-Cartierville? Alors, Monsieur Boucher, merci pour votre question. Ça va me permettre de faire un topo de tout le travail que fait l'arrondissement depuis plusieurs années déjà. Alors, dans l'arrondissement, nous avons 3 bibliothèques. La bibliothèque d'Annecy, la bibliothèque de Cartierville et une petite bibliothèque qui est une bibliothèque pour enfants, la bibliothèque de Salaberry. Alors, effectivement, des études ont démontré que nous avons une carence en bibliothèque dans l'arrondissement. C'est pour ça que nous travaillons sur plusieurs projets. Alors, un premier projet, justement, avec Montréal-Nord, qu'une des bibliothèques dont vous parlez à Montréal-Nord, c'est une toute petite bibliothèque là, dans un sous-sol d'un édifice. Alors, on va construire ensemble, ça va être le premier projet fait par 2 arrondissements en même temps et la ville-centre, évidemment, une nouvelle bibliothèque au coin de rue Henri Bourassa-Oscar. Le terrain est déjà acheté, le bâtiment qui était là a été démoli et donc le projet est déjà en travail. Nous allons aussi, avec le terrain qui a été acheté sur la rue Grenet, transférer en fait la bibliothèque de Cartierville dans une toute nouvelle bibliothèque au centre, donc le futur centre culturel et communautaire de Cartierville. Donc pour cette bibliothèque-là, le travail est moins avancé. Là, nous sommes en train de préparer les documents pour nous inscrire là, sur la liste des projets de la Ville de Montréal, mais ça va bon train et nous avons vraiment bon espoir parce que c'est un magnifique projet. Et la dernière portion aussi sur laquelle on travaille, c'est dans le projet du site Louvain. Nous travaillons avec tous les partenaires pour offrir un point de service en bibliothèque. Donc, le concept n'est pas encore terminé parce que justement le projet est en préparation. Mais nous souhaitons aussi faire en sorte qu'à cet endroit-là, les gens puissent avoir des services de bibliothèque. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors oui, on peut passer à la question 2. Alors, la question 2 est de Monsieur Alain Martineau. 2 questions pour la personne qui dirige l'arrondissement. Madame Tuillier, il y a quelques jours, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a publié sur Facebook une vidéo sur l'histoire de Montréal, signée par l'historien Laurent Turcot, qui, en passant, trouve farfelu, à l'instar d'autres historiens québécois célèbres, dont le Annecycois Paul-André Linteau, que nous sommes ici dans Annecyc et ailleurs dans l'île, sur un territoire mohawk non cédé. Or, en visionnant cette vidéo, on constate que pour l'histoire du développement de Montréal et de ses quartiers, on oublie, et pas à peu près, les origines françaises de Ville-Marie. Alors, êtes-vous d'accord, oui ou non, avec le contenu de la vidéo? Et deuxième question concerne l'écriture épicène. En tant que responsable du dossier à la Ville, combien coûteront les cours, la formation et le reste pour s'assurer que notre arrondissement et la Ville de Montréal se plient à l'écriture épicène et pourquoi est-ce une priorité de le faire immédiatement en pleine période de COVID alors que tout le monde est débordé à la Ville qui, en plus, a des problèmes de revenus? Alors, merci, Monsieur Martineau, pour vos questions. Alors, vous comprendrez certainement que je ne peux pas répondre à votre première question parce que vous l'avez bien dit dans votre amorce, là, ce n'est pas du ressort de l'arrondissement ni d'un membre de notre conseil d'arrondissement ou comité exécutif. Toutefois, effectivement, votre question 2 relève de mes responsabilités à l'Hôtel de Ville. Alors, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous savez, l'écriture épicène existe depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc, la Ville ne va pas inventer la rédaction épicène. Nous allons l'utiliser. Et c'est un dossier qui est en travail depuis 2 ans à la Ville de Montréal. Il y a une commission d'élus de tous les partis qui a travaillé sur cette question-là. On a reçu également un avis du Conseil des Montréalaises. Et l'année dernière, l'Union des municipalités du Québec a produit un guide pour aider justement toutes les villes du Québec à utiliser la rédaction épicène. Donc,
Je tiens aussi à vous assurer que en ce moment, ce ne sont pas des personnes qui sont occupées à gérer la pandémie qui seront formées. Et d'ailleurs, ce ne seront pas tous les employés de la ville qui seront formés à la rédaction épicène. Ce sont vraiment, en tout cas dans la première phase, les gens qui produisent les communications internes et externes de la ville. Et oui, c'est important de bien communiquer et de communiquer. Puis je pense que on le fait d'entrée de jeu, quand on parle des questions de représentativité, c'est important que les gens se sentent interpellés quand ils lisent un texte. Et la rédaction épicène, c'est une des façons, je dis bien, de faire en sorte que les gens se sentent interpellés quand ils lisent un texte et qu'ils sentent que ça les rejoint. Donc, voilà, on va former quelques employés. Écoutez, au niveau des coûts, là, c'est minime, quelques milliers de dollars pour 2020. Donc, c'est vraiment un projet qui ne demande pas beaucoup de ressources pour un grand changement. Merci. On va pouvoir passer à l'autre question. C'est une question de Madame Mélanie Busby. J'aimerais d'abord vous dire merci pour les pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de Christophe Colomb. Est-ce que ces installations seront pérennisées, au moins l'été? Alors, merci pour votre question. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est sûr que l'aménagement de la voie active sécuritaire là, sur Christophe Colomb s'est fait rapidement, de manière temporaire. C'est vraiment un projet pour qu'on puisse le vivre pendant l'été. Ceci dit, on note votre appréciation. Merci de nous la communiquer. On note aussi que c'est très, très utilisé. Pendant l'été, c'est sûr que le projet sera sous observation. Là, on va prendre des données, on va voir comment ça se passe et on fera un bilan. Et puis, c'est lorsqu'on fera le bilan là, qu'on pourra étudier votre demande et si d'autres personnes également le demandent, là, une demande de pérennisation. Merci. On passe à la question 4. Alors, c'est une question de Madame Séverine Lepage. Bonjour, maintenant que les corridors sanitaires sont installés, merci, sont d'ailleurs très appréciés autant que les voies actives sécuritaires, je me demandais s'il serait possible de créer des passages piétons avec arrêt obligatoire devant les différentes épiceries de l'arrondissement. Ça permettrait de préserver la sécurité des piétons beaucoup plus nombreux depuis quelques mois. Je pense notamment que des passages seraient utiles aux intersections de la rue Fabre, devant le Dolorama, devant la rue Péloquin et même dans Antique Ouest, devant les commerces Citron que c'est bon et ça va barder. Je pense que de tels arrêts pourraient contribuer à ralentir naturellement la circulation et protéger les plus vulnérables, réduisant naturellement le transit en ville afin de faire respecter la vitesse de 30 km/h. Merci de votre attention. Alors, merci pour votre question. C'est sûr que dans ces aménagements-là, on travaille avec des normes là, qui sont édictées par le MTQ, le ministère des Transports du Québec. Et une des principales normes, en fait, c'est qu'on ne peut pas mettre de stop une intersection après un feu de circulation. Ce qui limite grandement certains aménagements. Puis il y a aussi des consignes, pas juste des consignes, des normes là, par rapport à l'établissement de traverses piétonnes, qui est encore un autre concept qu'un stop. Là, dans votre question, je suis pas tout à fait sûre si vous parlez à la fois d'une traverse piétonne ou d'un stop, mais mettons que je ferai globalement. Je vous dirais que c'est notamment ce qui a fait en sorte que nous avons transformé sur Fleury-Ouest le feu de circulation qui était sur Fleury au coin de l'esplanade. Donc, nous avons transformé le feu en stop. Et ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de mettre plus d'arrêts ou de traverses piétonnes sur le segment parce que le fait d'enlever le feu nous donne plus de latitude. Ceci dit, il y a des feux de circulation dont on ne peut pas vraiment se passer. Et dans ce que je lis de votre question, par exemple, le feu Saint-Hubert-Fleury, qui est juste à côté de la rue Péloquin là, que vous nommez, c'est sûr que ce feu-là, on en a absolument besoin. D'autres feux aussi. Donc, j'entends votre préoccupation, puis on partage votre préoccupation d'améliorer la sécurité des piétons à chaque intersection. Et c'est vraiment
comme on le disait tout à l'heure, là, c'est aussi de la responsabilité de tous, donc bien sûr des piétons, mais des automobilistes aussi d'être très vigilants. Et théoriquement, ces rues-là sont à 30 km/h. Donc, on prend votre commentaire et sachez, tout à l'heure, mes collègues ont parlé là, de ce qui va se passer cet été sur Fleury-Ouest et sur la promenade Fleury aussi. Donc, ce sera des projets là, qu'on pourra peut-être continuer à discuter au niveau de l'apaisement de la circulation sur ces rues. Merci. Donc, on passerait maintenant à la question 5. La question est de Madame Joanne Lacombe. Je demeure sur la rue Place Fleury. Je vous écris car j'ai une très grande préoccupation au sujet de la circulation dans mon secteur. On nous informe que la rue Prieur sera prochainement en sens unique vers l'ouest et qu'il n'y aura qu'un seul côté alloué pour stationner, et ce, dans le but d'implanter une piste cyclable. De plus, on nous mentionne que la rue Fleury-Ouest sera fermée pour l'été pour les véhicules de Saint-Laurent à Meilleur. Où allons-nous prendre l'autobus 180 vers l'est? Le fait que la rue Prieur devienne sens unique va, sur ma rue, engendrer une augmentation de circulation. J'ai demandé à plusieurs reprises une étude sur la vitesse des véhicules et ce sans succès. De plus, l'annulation du stationnement sur un côté de la rue Prieur va énormément compliquer notre vie. Il est très difficile lorsque nous arrivons le soir de trouver un endroit pour stationner sur notre rue. Plusieurs personnes des rues avoisinantes viennent se garer sur notre rue. Comment sera la situation lorsque l'interdiction sera en vigueur? Et je ne parle pas de l'hiver, j'appréhende de gros problèmes. Qu'allez-vous faire pour pallier à cette situation? Alors, je passerai la parole à Madame Nathalie Goulet. Alors, merci à Madame la mairesse. Alors, merci à Madame Lacombe pour votre question. Alors, vous soulevez plusieurs points. D'abord, la piétonisation Fleury-Ouest, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été demandée par la SDC Fleury-Ouest. Ça va nécessiter en effet de dévier la ligne d'autobus 180, puis on est en discussion avec la STM pour un chemin de détour à proximité. La circulation va être maintenue sur les rues nord-sud, donc les voitures pourront traverser Fleury. Alors, sous toute réserve, l'arrêt de la 180 au coin de Meilleur et Fleury, près de chez vous, devrait être maintenu, au moins dans une direction. Alors, on sera en mesure de vous donner beaucoup plus de détails très, très prochainement. Quant à la vitesse sur votre rue, la rue Place Fleury, il y a eu effectivement une demande des résidents d'analyser la vitesse. Des mesures de vitesse ont été réalisées l'an dernier et des mesures d'apaisement de la circulation vont être implantées cette année. C'est possible que ça soit un peu plus tard en saison à cause de la crise sanitaire actuelle. Maintenant, quant au sens unique qui va être installé sur Prieur vers l'ouest seulement, alors nos analyses ont montré que ça va au contraire beaucoup apaiser la rue, car moitié moins d'automobilistes vont l'emprunter en transit pour se diriger, comme ils le faisaient maintenant, vers Saint-Laurent. Cette rue était devenue très, très problématique, constamment congestionnée aux heures de pointe, très désagréable à emprunter pour les piétons, très dangereuse pour les cyclistes. C'est un parcours scolaire aussi, cette rue-là, alors il était vraiment impératif de le sécuriser. Et en ce qui concerne le stationnement sur Prieur-Ouest, alors les analyses qu'on a faites également avant d'implanter la future piste cyclable ont montré qu'à l'heure actuelle, c'est environ la moitié seulement des places de stationnement qui sont occupées par des voitures. Donc, le fait d'en enlever la moitié ne va pas occasionner de problème ni sur Prieur, ni sur les rues avoisinantes comme la vôtre. D'ailleurs, sur Prieur, à l'ouest de Meilleur, il y a très, très peu de voitures stationnées en tout temps. Alors, je voudrais vraiment vous rassurer à cet égard-là. Au contraire, la rue va prendre un tout nouveau visage, apaisé, sécuritaire. Alors, le marquage et puis le nouveau sens de la rue vont être implantés très bientôt, là, dans la semaine du 20 juillet prochain de Saint-Laurent à Meilleur. Merci. Merci. Alors, on passe maintenant à la question 6. C'est une question de Madame Lee.
On the front of my property, located at 9911 9923 Clark Street, there is a parking space for several years. It is said since 2003. It is regarded as not valid. I am requested to do the following. First choice is to apply for a new parking space. To do so, I have to apply for a permit to cut the city tree, raise the current sidewalk in front, and lower the new sidewalk next to the old one. Second choice is to open the fence and park on the side of the building and keep the same sidewalk. The parking space is included in the tenant's lease before I buy the building in 2017. It's difficult to modify a lease. In fact, neither the tenant nor the owner can benefit from these objects. Please take a look at the attached photos. Thank you very much. Alors, merci. Nous avons pris connaissance également des photos et je passe la parole à Monsieur Gilles Côté pour la réponse. Oui, bonsoir. En fait, la rue Clark a d'importants travaux en cours présentement et on a revu toutes les sections de trottoir qui étaient à reconstruire et il a été constaté que actuellement, votre stationnement privé était non conforme. En fait, en regardant de plus près, tout ce qui est demandé, c'est juste de reculer votre clôture qui est près de votre immeuble pour que pouvoir stationner en cours latéral. Comme ça, vous maintiendrez votre stationnement. Et ça pourrait être la solution la plus simple et la plus économique pour répondre. Si quoi que ce soit, vous avez le numéro de téléphone, on pourra vous contacter aussi pour faire un suivi avec vous dans cette situation-là. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à la question 7. La question 7 est de Madame Marilyn Carpentier. Bonjour, je suis résidente du quartier et j'utilise souvent la pataugeoire du parc à Annecy avec mes enfants et je souhaiterais savoir si des travaux sont prévus pour améliorer le fond de la pataugeoire car celui-ci est très dégradé et cause des blessures aux enfants. Merci. Merci. Alors, je passerai la parole à Nathalie Boulet pour répondre. Alors, merci, Madame la mairesse. Alors, merci, Madame Carpentier, pour votre question. On n'a pas reçu de plainte à ce jour là, au sujet de la pataugeoire du parc Annecy. Il faut savoir qu'une inspection des pataugeoires est faite chaque année dans tous les parcs de l'arrondissement. Puis des travaux correctifs sont demandés lorsque c'est nécessaire. Alors, on va transmettre votre commentaire au service des sports et loisirs qui va s'assurer que le revêtement de la pataugeoire est sécuritaire. Avec le déconfinement, l'arrondissement nous a informé aujourd'hui que 2 pataugeoires seront ouvertes cet été dans l'arrondissement à partir du début juillet, celle du parc Annecy dont vous parlez et aussi celle du parc de Mézy. Pour les piscines, puis j'imagine aussi pour les pataugeoires, mais ça, les informations vont vous être communiquées très, très bientôt. On va avoir besoin de réserver cet été car il va y avoir un nombre limité de personnes admises chaque fois, puis pour une période aussi assez limitée. Alors, comme je vous l'ai dit, les détails vont vous parvenir bientôt. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la question numéro 8. La question provient de Monsieur Pierre Lachapelle, faite au nom de l'organisme Les Pollués de Montréal-Trudeau. Alors, question relative au bruit des avions qui survolent à basse altitude en pleine nuit le territoire résidentiel densément peuplé d'Annecy-Cartierville. La pandémie en cours a eu pour conséquence de fermer l'espace aérien et ainsi de démonter de manière éloquente le silence qui peut régner dans le ciel de Montréal et la qualité de l'air que nous percevons quand les avions n'y sont pas. Les avions constituent un mode de transport où il est impossible de réduire de manière très significative l'émission de polluants à la source. La meilleure, sinon la seule option, est d'éloigner cette source de pollution de tout territoire densément peuplé. Les pollués de Montréal-Trudeau, comme des milliers de citoyens, croient qu'il faut profiter de l'arrêt actuel de l'industrie de l'aviation civile pour agir. Comme la plupart des personnes qui habitent à Annecy-Cartierville, vous payez des impôts et la TPS au gouvernement du Canada. Nous savons que le gouvernement du Canada est toujours le propriétaire des aéroports de Montréal. Comme vos électrices et vos électeurs, vous êtes partie prenante aux destinées de ces équipements publics et aux retombées négatives subies par tous et toutes. Êtes-vous prête et prêt à accompagner dans l'action les milliers de personnes touchées,
afin de demander au premier ministre Justin Trudeau et aux autorités aéroportuaires, par résolution de ce Conseil, l'implantation d'un couvre-feu complet de 23 heures à 7 heures à l'aéroport Montréal-Trudeau. Pardon. Alors, merci, Monsieur Lachapelle, pour votre question. Nous avons eu l'occasion de discuter régulièrement de ce sujet. C'est sûr qu'on ne peut pas voter une résolution pour demander un couvre-feu complet, parce que c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, des phénomènes météorologiques, des urgences médicales. Donc, il y aura toujours, à un moment donné, quelques avions qui vont atterrir pendant la nuit. Ceci dit, et vous le savez, là, je siège au comité consultatif sur le climat sonore d'Aéroport de Montréal. En ce moment, il y a un travail qui se fait à Aéroport de Montréal, a fait un plan d'action, il y a eu des consultations aussi. Quand nous sommes au comité, évidemment, le comité, pour l'instant, siège à huis clos. Et donc, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'y passe, mais je peux vous dire, par contre, que nous travaillons très fort sur les vols de nuit. Hein. L'objectif, c'est vraiment de diminuer le nombre de vols de nuit et aussi de modifier la réglementation, parce qu'en ce moment, c'est vraiment mal fait. La réglementation fait une discrimination, une différence entre les avions de moins de 45 000 kilos et de plus de 45 000 kilos. Mais des petits avions peuvent être plus bruyants que de grands avions, de gros avions. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse comme citoyens, c'est le bruit de l'avion et non sa taille. Donc, on souhaiterait qu'à terme, la réglementation soit faite en fonction du bruit qui est émis par l'avion, puis si on est capable de le savoir en fonction du type de moteur et tout ça, et non seulement du poids. Donc, je peux vous dire je continue à travailler fort et je fais beaucoup de démarches pour améliorer le climat sonore, surtout la nuit, parce que c'est très dérangeant, là, on le sait tout à fait. Et puis, donc, ça me fera plaisir de continuer de discuter avec vous de ce sujet. Merci. On peut passer maintenant à la question 9. La question provient de Monsieur Abdelkader Messaoud. Bonjour, la rue Chabanel a commencé à perdre sa beauté, sa propreté et son mobilier urbain. Malheureusement, cette rue commerçante se trouve à 2 pas du siège de l'arrondissement. Quand est-ce que vous allez donner un soin particulier à cette rue? Quand est-ce que vous allez verbaliser les commerces et les services générateurs de déchets et de saleté qui ne respectent pas les règles d'hygiène? Ça fait 10 ans que j'habite dans le quartier et je n'ai jamais vu un inspecteur qui sillonne le territoire du quartier. C'est quand même bizarre. S'il vous plaît, veuillez apprivoiser le récidiviste tel que le marché Palumbo qui ne respecte rien. La dernière fois, j'ai trouvé mon rétroviseur cassé à cause d'un livreur qui a effectué une marche arrière sur la rue Jeanne-Mance. Une file de camions chaque jour stationnés en parallèle et qui font une marche arrière pour entrer dans la ruelle sans signaleur. Aussi, une entrée charretière qui n'est pas désaffectée avec une pente très forte qui cause des glissades pendant l'hiver. Il faut vraiment corriger cette pente qui ne répond pas aux normes de la ville. Alors, je vais passer la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir, merci pour votre question. Sur la question de la propreté, j'ai discuté aujourd'hui avec le directeur de travaux publics, puis il m'a assuré que l'aspirateur, donc le MADVAC, est envoyé à tous les jours sur la rue Chabanel. Ensuite, il m'a aussi assuré que le mail central, là, qui est une préoccupation de plusieurs citoyens du quartier Saint-Simon, sera nettoyé plus souvent cet été. Sur la question du stationnement là, sur la rue Jeanne-Mance, des gens qui arrivent à reculons, on va envoyer cette préoccupation que vous avez au SPVM pour qu'ils puissent aller voir et probablement donner des contraventions. Les inspecteurs et l'entrée charretière, vous avez plein de questions dans la même phrase, dans la même question, donc je vais essayer de faire ça en rafale. Là. Sur la question de des inspecteurs et de l'entrée charretière, je vais communiquer avec le directeur d'aménagement du territoire là, pour voir est-ce que, premièrement, les inspecteurs, c'est sûr qu'ils sont allés là, sur la rue Chabanel. Puis la question de l'entrée charretière, on va aller vérifier sur place. Ensuite, je vais vous donner de l'information sur une campagne de propreté. Il était supposé y avoir une campagne de propreté à l'école Saint-Simon au printemps avec Ville en vert. La problématique qu'on a vécue, c'est la COVID. Donc, il n'y a pas eu cette campagne de sensibilisation-là.
Et Ville en Vert, dans l'autre volet de la campagne de sensibilisation propreté, faisait une campagne de sensibilisation auprès des commerçants. Donc, il va y avoir prochainement, dès qu'on va être sorti de la crise sanitaire, cette campagne directement dans votre district, dans le quartier Saint-Simon, donc les commerçants de la rue Chabanel. Donc, on est bien conscient de ça. Merci de le soulever, mais comme je vous le dis, on a un certain nombre d'actions qui seront prises, soit qui vont être prises directement par le directeur de travaux publics et ses équipes, ou qui vont être prises par de la sensibilisation avec l'organisme Ville en Vert. Merci, bonne soirée. Merci. Nous allons maintenant passer à la question 10. C'est une question de monsieur ou madame Charazed. Bonjour, je souhaite savoir si on peut faire nos suggestions ici par courriel. Merci. Oui, bon, alors vous voyez qu'on lit vraiment toutes les questions telles quelles. Donc, en fait, oui, le conseil d'arrondissement, c'est une période de questions, mais c'est aussi une période de si vous avez des suggestions, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous transmettre nos courriels. Comme ça, vous pourrez faire vos suggestions par courriel, mais directement aux élus, parce que là, en fait, la boîte n'est active là, que pour les questions du conseil d'arrondissement. Donc, on va vous transmettre ça. Merci. On va maintenant passer à la question 11. C'est une question de monsieur Franklin Nkomo. Je suis infirmier auxiliaire formé avec 5 ans d'expérience et depuis novembre 2017, j'ai déposé une demande de résidence permanente, mais malheureusement, jusqu'à présent, je suis toujours en attente alors que tous les documents ont été remis dans les délais. Et maintenant, mon statut est expiré ainsi que mon permis de travail. Je me retrouve donc dans l'incapacité d'apporter mon aide face à cette pandémie. Et pourtant, le Québec m'a formé. Alors, quelles sont les issues pour des personnes dans la même situation que moi? Alors, merci pour votre question, mais c'est sûr que le milieu, les élus municipaux et même l'arrondissement ne s'occupent pas de ces questions. Alors, soyez assurés que nous allons transmettre votre courriel à la députée concernée pour qu'elle puisse faire un suivi de votre situation et vous accompagner. Merci. On va maintenant passer à la question 12. C'est une question de monsieur Gilles Larocque. Première question, au point 30.03, vous affectez 489 200 $ à titre de financement COVID. Les explications sont plutôt vagues. Pourriez-vous préciser à quelles affectations serviront ces sommes de façon précise? Et deuxième question complémentaire, au point 30.04, vous nous annoncez l'affectation du surplus de gestion 2019 alors que les résultats financiers ne sont même pas disponibles dans les documents financiers. Est-ce volontaire si vous ne nous les avez pas présentés? Ai-je bien compris? 2 points. Vous affectez 700 000 $ des surplus 2019 à la réserve pour imprévus et déjà 489 200 $ serviront à financer le point 30.03. Espérons qu'il n'y aura pas trop d'autres imprévus car le solde de 210 800 $ pourrait fondre rapidement. Merci. Alors, bonjour, Monsieur Larocque. Merci pour votre question. Alors, concernant la question 1, le point 30.03, en fait, il s'agit là du plan de redressement de la Ville de Montréal. Vous avez peut-être vu dans les médias, alors vous savez très certainement que les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, on doit arriver au 31 décembre 2020 sans déficit. Avec la pandémie actuelle, nous avons moins de revenus parce qu'il y a des revenus qui ne rentrent pas à cause de la situation économique qui est plus difficile. Et nous avons aussi des dépenses supplémentaires pour offrir des services précis liés à la COVID. Donc, ça veut dire qu'il a fallu faire une coupure. En fait, ce qui a été fait, c'est une coupure de 125 millions de dollars du budget de la Ville de Montréal. Pour notre arrondissement, ça veut dire 1,7 million de dollars de coupure. Ce qu'on a fait, et ce qui a été fait pas mal partout dans la ville, c'est qu'on a fait des coupures sans toucher les services aux citoyens. Donc, on a coupé des choses qui ne se feraient pas parce que il y a la pandémie actuelle. Nous avons fait des économies budgétaires aussi dans des postes qui nous paraissaient pertinents. Et malgré cela, nous n'arrivons pas
à couper 1,7 million de dollars et c'est pour ça que nous allons chercher dans les surplus 489 200 dollars. Justement, ça nous semble une saine utilisation de la réserve pour imprévus parce que la COVID, c'est imprévu. C'est une année financière complètement imprévue et nous souhaitons garder la qualité des services municipaux que vous attendez, que toutes les personnes attendent. Et c'est pour ça que nous allons utiliser 489 000 des surplus des années antérieures pour traverser cette période difficile sans remettre le fardeau sur les contribuables. Pour votre question 2, en fait, je vous envoie peut-être, vous pourrez aller voir dans le document là, qui est sur le site Internet, le document des dossiers que nous votons aujourd'hui à la page 66 du document PDF. Alors, c'est bien indiqué, la réserve actuelle pour imprévu, elle est de 661 040 $. Nous allons y ajouter 700 000 $ en affectant les surplus de gestion 2019, donc de 700 000 $. Et nous allons y retrancher 489 200 $, qui est le point 30.03 dont on vient de parler, ce qui fait que la réserve sera maintenant de 871 040 $. Donc, vous voyez qu'on se garde encore un très bon coussin pour des imprévus. Merci. Alors, on peut passer à la question 13. C'est une question de Monsieur Al Martinez. J'aimerais vous reparler d'une demande que nous avons exprimée à notre mairesse concernant un lieu pour nos enfants. C'est une demande que nous pensons assez parlante. Nous remarquons que dans plusieurs de nos parcs, il n'y a pas de terrain de basket-ball. Comme immigrants et maintenant citoyens, nos enfants et leurs amis aiment jouer au basket-ball. Mais dans les parcs qui nous entourent, il n'y en a pas. Pouvez-vous continuer de chercher les moyens afin qu'un jour on puisse en avoir? Merci encore pour votre aide et travail. Oui, merci beaucoup, Monsieur Martinez. En fait, peut-être qu'on pourra vous réécrire pour savoir exactement là où vous habitez. C'est sûr que quand on fait des aménagements dans un parc, c'est dans le cadre de la réflexion sur un parc. Et en ce moment, on est en réflexion et en travaux sur plusieurs parcs. Et deux de ces parcs, on a parlé de basketball. Le parc Saint-Simon, il y a déjà un terrain avec un panier de basket que nous allons améliorer. Ça, nous en avons parlé lors du webinaire récemment. Et durant la même semaine, nous avions aussi un webinaire sur le parc des Hirondelles et nous avons aussi reçu une demande pour un terrain de basket qui serait situé là, plus dans le secteur fleuri. Le parc des Hirondelles est très, très grand, là, mais dans le secteur fleuri du parc des Hirondelles. Et donc, c'est une demande qui a été notée par nos services lors de la réflexion sur ce parc. Merci. On va passer maintenant à la question 14. C'est une question de Monsieur Pierre Lachapelle. Madame, Monsieur, bonjour. Je pose ma question à titre personnel. Coupe intempestive de branches saines sur 3 épinettes matures au parc Annecy, travaux de construction de la véloroute. Le 1er juin dernier, le chantier de construction de la route vélo qui va traverser le parc Annecy s'est amorcé à l'intersection Saint-Hubert et Prière. Une clôture de chantier a complètement fermé cette voie de circulation pour piétons et cyclistes. Aucun trajet alternatif n'était affiché. Ce secteur est particulièrement agréable à regarder avec une grande densité d'arbres à feuilles et à fleurs et de conifères matures et en santé. Jeudi 4 juin, 3 épinettes au feuillage resplendissant situées à côté de cette entrée sont dépouillées à la tronçonneuse de plusieurs branches, coupes féroces qui mettent à nu presque 2 mètres de tronc sur chacun de ces arbres. Vendredi 5 juin apparaissent quelques panneaux de signalisation pour guider les passants et les usagers du parc. Que faut-il comprendre de cette série? Quelqu'un a décidé que la ligne droite serait la seule option offerte et au diable la nature, au diable les branches saines de ces épinettes. Est-ce que les soirées d'information sur la rénovation du parc Annecy en 2017-2019 ont annoncé que des arbres sains ou des parties substantielles d'arbres sains disparaîtraient dans le tordeur du projet?
Est-ce qu'un professionnel de la Ville de Montréal, ingénieur ou architecte du paysage, surveillait ce chantier dès le 1er juin? D'autres options de contournement existaient. Quels critères ont été utilisés pour faire ce choix? Et qui a donné l'autorisation de procéder à cette coupe inopportune et nuisible? Alors, pour répondre à la question, je vais transférer la parole à Madame Nathalie Boulet. Merci, Madame la mairesse. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lachapelle, pour votre question. Alors, c'est l'agent technique de l'arrondissement qui est spécialiste en foresterie urbaine, qui a été sur le chantier pour remettre ses recommandations d'arboriculture, dont celle de relever les couronnes de ces conifères-là. En temps normal, on laisse les branches basses dans le port naturel là, des conifères, mais lorsque c'est requis pour un problème de visibilité ou de travaux, c'est une pratique commune, puis sans danger, on nous a assuré là, pour les arbres. Pour information, ce seront 40 arbres qui vont être plantés dans le parc Annecy d'ici la fin des travaux l'an prochain. En ce qui concerne votre deuxième question sur le trajet alternatif, nos services sont en train de regarder comment on pourrait prévoir un chemin alternatif pour relier les rues Saint-Hubert et Prieur pendant les travaux sur le sentier, qui est le sentier central, le sentier multifonctionnel qui est au milieu du parc. Il est toutefois possible pour les piétons, les cyclistes d'emprunter les autres sentiers du parc durant les travaux. On nous a assuré que ces travaux-là vont pas durer très longtemps, contrairement, par exemple, à l'aire de jeu pour enfants, là, qui risque de prendre plus de temps cet été. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Là, nous passerions, là, nous avons 3 questions concernant le même sujet. Alors, Madame Chateauroux, peut-être si vous pouvez les lire une après l'autre, donc les questions 15, 16 et 17. Alors, la question 15 est de Monsieur Harry Olgimark. My name is Harry Olgimark and I am 82 years old. I am worried and I am scared. Today, Sunday, June 7, on a beautiful afternoon, a fire was lit in the backyard at 15 Avenue du Ruisseau. A fire in the middle of trash and old tires piled high with barrels of inflammable product mixed in. This is a real threat to my home that is located directly behind number 15. So I am scared. Question, when will the Annecy-Cartierville administration send a work crew to clean up this mess and send the bill to number 15? La question numéro 16 est de Madame Sylvia Olgimark. The junkyard at 15 Ruisseau is still a fire hazard and a mess that disturbs the neighbors. Thankfully, the huge RV bus is gone, but I heard it could be coming back. All the dangerous barrels, mazout, propane, gasoline remain and could be leaking, causing soil contamination. Trash is still piled up, untouched, despite so many complaints. I live directly behind number 15. Old junk is pushing against my fence. It could fall down soon. Question, when will the Annecy-Cartierville administration send a work crew to clean up this mess and send the bill to number 15? Thank you. Et la question numéro 17 de Madame Vicky Grammatikakis. Please address these issues as they are still ongoing and seem to be stalled. 15 Avenue du Ruisseau, my neighbor, has several scrap vehicles parked alongside my yard. Also, his yard is full of junk. Thank you. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à Monsieur Gilles Côté. Oui, bonsoir. C'est un dossier qu'on connaît effectivement depuis cet hiver et on y travaille depuis cet hiver. On avait convenu avec le propriétaire qu'on n'interviendrait pas là, pour le faire dégager compte tenu que la neige et la glace, c'est des objets qui étaient pris à l'arrière de sa cour dans la glace. Depuis le printemps, effectivement, là, on travaille pour ramener la situation un peu plus à la normale, je dirais. Il y a un règlement municipal qui existe qui nous aide, mais c'est un règlement municipal, c'est pas une loi. Donc, on est obligé d'y aller par gradation. Donc, on a suivi les étapes telles que convenu. L'avis d'infraction a été émis.
la semaine dernière de donner un constat d'infraction pour son entreposage à l'extérieur en arrière. Et là, on a donné aussi un avis avec un délai pour remédier à la situation. Et s'il ne fait pas, là, à ce moment-là, on pourra faire les travaux à la place du propriétaire et demander un remboursement. C'est important pour nous de suivre ces étapes-là parce qu'on ne veut pas non plus aller à la cour. Si on va trop vite, perdre notre cause, puis même être obligé de rembourser le propriétaire. Donc, je comprends que c'est peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais pour nous, c'est important de suivre ces étapes-là pour bien conclure le dossier. Dans le cas du véhicule récréatif, ça a été, on a pu réaliser, on a eu deux constats d'infraction. Finalement, le véhicule récréatif a pu quitter. Donc, on espère que ça va s'y rétablir le plus rapidement possible. Merci. Merci. Je passerai la parole à Madame Effigiano qui veut ajouter aussi un mot. Oui, bonsoir. Alors, ça fait plusieurs semaines que je suis ce dossier depuis qu'on m'en a parlé, je dirais il y a peut-être 2 mois. J'ai fait le tour quelques fois. Là, finalement, le véhicule récréatif est plus devant la propriété. Alors, au moins, la rue, c'est beaucoup plus beau sur la rue. Mais j'ai vu, je vais changer en anglais, parce que je viens de réaliser toutes les questions en anglais. So I did notice that the back of the house was still very, very chaotic, and I saw all the vehicles and the parts that were there. And the borough team, just like Monsieur Côté mentioned, there's different steps that they need to follow in order to be able to give a notice, to give tickets. And as Monsieur Côté just mentioned, in the long run, once all the steps are taken, yes, the city would be able to clean it up and have the resident that lives at that property to reimburse the city. But it's important for us to follow this process because it's the way the laws, the city laws were written. And it is very unfortunate. And I know exactly where, how the two neighbors on each side are positioned. And I did see everything that's leaning on the fences, and that essentially it's a parking lot. So I agree that it's not acceptable, and we're going to continue to follow up, and we're going to continue to push. And feel free to continue communicating with me, continuer à faire les suivis avec moi pour me dire comment va le progrès de la situation. Sur la rue, en effet, il y a une grosse différence, mais dans la cour arrière, on continue à travailler fort. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la question 19. C'est une question de Monsieur Daniel Hunt. Bonjour, j'aimerais d'abord remercier l'arrondissement pour la nouvelle piste cyclable unidirectionnelle sur Christophe Colomb. Ce nouvel aménagement améliore grandement la sécurité des cyclistes et est très efficace pour se déplacer. C'est un grand pas en avant pour la promotion du transport actif. Il reste cependant encore beaucoup de travail à faire pour démocratiser le vélo et le rendre accessible, sécuritaire et efficace pour l'ensemble de la population de l'arrondissement. Ma question est donc la suivante. Dans l'arrondissement, quelle est la proportion de l'espace public dédié aux automobilistes, contrairement à l'espace dédié aux vélos et aux piétons? Merci. Alors, merci pour votre question. En fait, on n'a pas ces chiffres-là et c'est pas évident de savoir non plus quelle est la place qui est vraiment dédiée à chacun des modes de transport, sauf s'il y a des infrastructures en site propre qu'on appelle. Et c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers certaines pistes cyclables en site propre. Donc, je voudrais pas vous lancer trop de chiffres, mais disons que je suis allée chercher certains chiffres pour vous donner une idée de comment certains projets peuvent faire varier la place dédiée à chacun des modes de transport. Puis, je vous donnerai 2 exemples. Le premier, c'est le REV, le réseau Express Vélo qui va être implanté cet été sur Berry et la Jeunesse. Donc, les chiffres sont presque pareils pour les 2 rues, mais disons que je vous les donne là, pour la rue Berry, par exemple. Donc, pour l'automobile, en fait, la place dédiée à l'automobile va passer de 68% à 50%. La place dédiée au vélo de 8% à 26%. Et la place pour les piétons va demeurer intacte à 24%. Donc, on voit effectivement là qu'on
qu'on va, sur cette rue-là, augmenter la place dédiée aux cyclistes et en retirer un peu à l'automobile. Pour les pistes cyclables Prieure et Soriol, qui sont des pistes cyclables locales et qu'on va faire aussi cet été, je vous donnerai l'exemple de la rue Soriol. Donc, la place de la voiture va passer de 77% à 46%. La place dédiée au vélo va passer de 0, en fait, à 31%. Et la place pour les piétons à 23%. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire ce calcul-là pour l'ensemble des rues et surtout sur plusieurs rues de l'arrondissement. En fait, la chaussée est partagée. Ceci dit, sur les rues, même si les cyclistes ont le droit de rouler sur toutes les rues, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours sécuritaire. Il y a des gens qui hésitent à prendre leur vélo, puis bon, avec des jeunes enfants aussi, c'est pas toujours évident. Il y a les personnes âgées aussi, des fois, qui ne se sentent pas confortables. Et c'est pour ça que nous tentons de plus en plus de faire des projets de pistes cyclables en site propre pour que ça soit plus sécuritaire. Alors, nous passons maintenant à la question 21. C'est une question de Monsieur Christian Mercier. Bonjour, j'aimerais tout d'abord faire part de ma grande appréciation de l'aménagement cyclable qui a été fait sur Christophe Colomb. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises depuis 3 semaines pour me rendre au travail. Je trouve ça plus convivial que la piste originale, surtout au sud de Louvain. Sur le même sujet, j'aimerais savoir s'il va y avoir des aménagements du même type piéton-vélo à l'est de Papineau. Les voitures ayant largement repris toute la place depuis 2 semaines, il n'y a plus trop de possibilités de distanciation, notamment sur la rue Fleury. Aussi, il y a un flot beaucoup plus soutenu de vélos cette année sur la rue de Lille. Ça ne serait pas possible d'y aménager quelque chose. Merci. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à Monsieur Jérôme Normand. Oui, merci à Madame Tuvillier. Merci pour votre question, Monsieur Mercier. Donc, vous parliez de l'aménagement qui est fait sur Christophe Colomb. C'est une donc des voies actives sécuritaires qui ont été implantées dans le cadre de la pandémie actuelle pour l'été et déployées donc de manière temporaire afin de favoriser, on le disait, le déplacement actif sécuritaire et qui respecte la distanciation physique. L'autre grand axe qui va être déployé dans les prochains jours dans l'arrondissement, c'est le boulevard Gouin. Donc, ça ira sur toute la longueur du district de Sault-Récollet. Donc, ce sera même beaucoup plus grand. Là. Ça traverse le district d'Annecy et ça va jusqu'à Bordeaux-Cartierville. Mais donc, pour la portion qui vous préoccupe, là, de Saint-Charles jusqu'à Gigi-Gagné, on le sait, le boulevard Gouin est super utilisé par les marcheurs, coureurs, cyclistes. Et bien qu'on n'ait pas la mouture finale, on travaille très fort l'arrondissement avec la Ville-Centre actuellement pour transformer ce boulevard-là qui est très prisé, pour qu'il soit plus sécuritaire, plus convivial pour les déplacements actifs. De manière plus durable, on en a parlé un petit peu plus tôt, les pistes cyclables Prieure et Soriol arriveront à l'est de Papineau en 2021. Donc, on se concentre en 2020 à l'ouest de Papineau et à l'est de Papineau en 2021. Toujours des pistes bidirectionnelles protégées 4 saisons, donc ce que je comprends que vous recherchez. Et comme on a adopté il y a quelques mois à peine là, un plan local de déplacement ambitieux qui fait une grande place au déplacement actif, on peut s'attendre à ce qu'on poursuive à l'arrondissement la bonification du réseau cyclable au cours des prochaines années. Les rues de Lille et de Lornier sont un peu interreliées. On les étudie un peu ensemble parce que ce sont les 2 seules rues qui traversent la voie ferrée vers Villeray et Saint-Michel Parc Extension entre Papineau et Saint-Michel. Donc, il faut les voir un peu ensemble, mais on entend ce que vous nous demandez. La rue de Lille est présentement désignée comme voie cyclable, mais c'est pas nécessairement l'aménagement le plus sécuritaire. Donc, dans le cadre de notre plan vélo, on étudie plusieurs axes nord-sud, comme Saint-Fermin, Delormier, de Lille, La Rose notamment, puis on verra dans les prochaines années là, d'autres pistes cyclables sécuritaires établies dans l'arrondissement. Merci. Merci beaucoup. On peut maintenant passer à la question 24. C'est une question de Madame Janine Renaud. Bonjour Madame la mairesse, nos élus, le directeur. En 40.01, le sigle TOD m'est inconnu. J'ai lu les textes connexes sans le voir. J'avais déjà demandé que les sigles soient détaillés.
Les fameuses nouvelles pistes sur Christophe Colomb coincent les piétons sur les trottoirs aux intersections et au croisement de d'autres marcheurs sur le trottoir, en plus de planchistes et, je suppose, parents avec carrosse pour respecter la distanciation. Une rue pour auto et bus me semble toute une restriction. Les aînés qui veulent traverser aux intersections et les usagers des bus, surtout les écoliers marcheurs, auront à guetter cyclistes et les feux. Les cliniques de dépistage ne sont pas bien annoncées. J'ai su par solidarité à Annecy que la pharmacie à proximité ne le savait pas et ensuite, la santé déplore le manque d'achalandage. La mairesse Madame Plante annonce ses points de presse, semble-t-il, sur Facebook, mais on n'est pas tous sur Facebook et on ne le sait pas d'avance. Mes 3 dernières demandes au 3-1 ont donné un excellent service. Merci. Alors, merci, Madame Renaud. Je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Alors, d'abord, oui, l'ère TOD, donc Transit Oriented Development. Là, vous parlez de la planification urbaine qu'on a fait avec l'arrondissement de Saint-Laurent autour de la gare Bois-Franc. Donc, désolé, effectivement, si ce n'était pas clair pour vous. TOD, c'est d'organiser, en fait, le développement d'une ville en fonction d'une infrastructure lourde de transport. Et là, ici, c'est le REM. Donc, voilà. Pour les pistes cyclables sur Christophe Colomb, ben écoutez, moi, je suis allée, en fait, j'y vais presque tous les jours en ce moment pour vérifier l'état des travaux et voir un peu comment ça fonctionne. Et je vous dirais que, surtout dans votre secteur, là, dans le domaine Saint-Sulpice, c'est vraiment beaucoup plus simple de cohabiter entre piétons et cyclistes, parce que justement, les cyclistes sont dans la rue. Donc, on n'a plus ces conflits qu'on avait au coin de la rue. On avait tous les cyclistes qui arrivaient de la piste qui était comme à l'intérieur des terres, là, à l'intérieur du trottoir, qui se retrouvaient au coin de la rue, au même endroit que les piétons. C'était vraiment... il y avait beaucoup de gens au coin de la rue. Et là, en ce moment, les cyclistes sont dans la rue et les piétons sont sur le trottoir. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, pour augmenter la place pour les piétons, nous avons transformé la piste cyclable bidirectionnelle au sud de Louvain en sentier piétonnier. Donc, vous avez vu sans doute, là, le marquage a été fait dans les derniers jours. C'est vraiment clairement indiqué que c'est pour les piétons. Là, il y a des bonhommes qui indiquent que c'est maintenant un sentier piéton. Et l'objectif étant justement de faire en sorte que les piétons aient le plus de place possible et les cyclistes aussi à côté. Et à chaque fois qu'il y a un arrêt d'autobus, on travaille avec les ASTM pour que ça se passe le mieux possible. Et quand vous parlez là, des gens pour traverser la rue, de guetter les cyclistes, en fait, ce que permet des pistes cyclables unidirectionnelles dans le sens du trafic comme elles sont en ce moment dans la géométrie actuelle, c'est que c'est beaucoup plus simple de traverser, puis même pour les automobilistes, c'est plus simple aussi parce que les vélos ne viennent que d'un seul sens. Avant, on avait des vélos qui venaient des deux côtés, là, du côté ouest. Et là, on a des vélos juste d'un côté. Donc, comme piéton, on regarde d'un seul côté et on voit les cyclistes et les automobilistes. Donc, c'est vraiment plus facile là, pour traverser. Pour les cliniques de dépistage, mais c'est sûr, c'est des cliniques, c'est vraiment la santé publique. Donc, nous, comme arrondissement, ce qu'on tente de faire le plus possible, c'est de diffuser l'information par les moyens que nous avons. Il faut dire aussi qu'en ce moment, là, les cliniques sont annoncées seulement quelques jours à l'avance, donc c'est pas évident. Et quelques jours à l'avance, les seuls moyens de communication que nous avons vraiment, c'est Facebook, Twitter, donc de l'arrondissement, les médias sociaux. Et nous le faisons à chaque fois pour faire en sorte que les gens puissent le savoir. Ceci dit, si des gens vraiment doivent se faire dépister, qui reçoivent un appel de la santé publique, la santé publique a bien évidemment la liste des cliniques. Pour les conférences de presse de la mairesse, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, une conférence de presse, elle se tient à un endroit fixe et ce sont les journalistes qui sont invités. Les journalistes peuvent filmer et peuvent aussi, en fait, prendre l'information. Et ensuite, ils font des reportages écrits ou des reportages qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio. En ce moment,
on est comme on a été habitué à ce que, par exemple, la conférence de presse du premier ministre Legault soit rediffusée en direct. Mais ça, je vous dirais que c'est la décision d'une station de télé de faire cela. Et les points de presse de la mairesse ne peut pas décider ou ne peut pas dicter à des médias de mettre sa conférence de presse en direct à la télé. Et donc, le fait de les faire sur Facebook, en fait, c'est une méthode supplémentaire, en fait, une mesure supplémentaire pour bien diffuser l'information. C'est que en plus que les journalistes soient là pour écouter, pour faire ensuite des reportages écrits, audio ou télévisuels, c'est que nous pouvons, même si ce n'est pas retransmis en direct par des stations de télévision, nous pouvons, comme individus, les regarder. Et pour l'instant, c'est Facebook qui permet ce genre de choses-là, pas nécessairement d'autres choses, mais je passerai le message pour voir si on peut les diffuser également sur d'autres plateformes. Puis votre dernier commentaire là, par rapport au 3.1, ça me permet de dire qu'effectivement, les temps d'attente, depuis plusieurs mois, en fait, là, on a embauché beaucoup de nouvelles personnes au 3.1. Donc, depuis plusieurs mois, les temps d'attente sont très, très bons au 3.1. Vous pouvez appeler en tout temps pour faire vos requêtes et vous n'attendrez pas trop longtemps. Et ensuite, les employés de l'arrondissement traiteront votre requête. Alors, nous allons maintenant passer aux questions que nous avions sautées, en fait, puisque nous avions pris 3 questions sur le même sujet concernant le 15 du ruisseau, et nous avions reçu 6 questions. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, Madame Châteauvert, si vous pouvez lire, s'il vous plaît, les questions 20, 22 et 23, là, qui traitent aussi du 15 du ruisseau. Alors, la question 20 provient de Monsieur Denis Lemieux. Bonjour, membres du conseil. Si je reviens avec mes questions, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai un ami qui a perdu son habitation pour au moins 6 mois lors d'un incendie sur la rue Odette-Oligny à Cartierville. Il n'est pas dans ses affaires et n'a pas le droit à une vie normale à 65 ans. Les dommages sont considérables. Pourtant, il y avait un mur coupe-feu avec son voisin et surtout aucune vidange autour comme au 15 avenue du Ruisseau. Donc, pourquoi vos inspecteurs laissent-ils aller une situation dangereuse et décriée par plusieurs voisins depuis plusieurs mois? Les maisons sont très proches, maisons dans un cas à moins de 2 pieds, sans mur coupe-feu. Je comprends que ça a été accepté par vos inspecteurs il y a plusieurs années. Mais avec tous ces déchets, barils de produits dangereux et travaux non terminés sur la maison depuis environ 5 ans, vos inspecteurs ne comprennent vraiment pas les risques associés au voisinage. Certains voisins ont fait des travaux légaux et vos inspecteurs étaient sur leurs talons, mais ici, il y a un relâchement total. J'aimerais aussi dire que dimanche, le 7 juin, les pompiers ont même dû intervenir car avec tous ces produits et réservoirs à essence autour, le propriétaire des lieux faisait un beau gros feu. Je croyais qu'il est illégal de faire un feu à découvert à Cartierville. Ma question est simple. Vous attendez quoi, messieurs et mesdames, de notre conseil? La question numéro 22 est de Madame Nadia Gosselin. Vous avez reçu plusieurs plaintes concernant la cour arrière du 15 avenue du Ruisseau. Cette cour arrière est remplie de matériaux usagés, vieux pneus, multiples poches de sable, débris de métal, ainsi que plusieurs voitures usagées non fonctionnelles avec risque de contamination du sol. Cette cour arrière détruit le paysage des voisins et est dangereuse. Ce résident fait en effet régulièrement des feux dans sa cour. Il en a d'ailleurs fait un hier après-midi et le service d'incendie de Montréal est intervenu avec un camion et des pompiers qui sont venus sur place. Question. Quand est-ce que l'administration d'Annecy Cartierville enverra-t-elle des ouvriers pour nettoyer cette cour et fera parvenir la facture au propriétaire? Et la question numéro 23 provient de Monsieur Dominique Saint-Pierre. À ce jour, plusieurs plaintes concernant la cour arrière du 15 avenue du Ruisseau vous ont été envoyées. Cette cour arrière est remplie de matériaux usagés ainsi que plusieurs voitures usagées non fonctionnelles. Cette cour arrière détruit le paysage des voisins et est dangereuse. Ce résident fait régulièrement des feux dans sa cour. En plus de la fumée dense et incommodante que ces feux provoquent, le risque d'incendie m'inquiète. Question, quand est-ce que l'administration d'Annecy Cartierville enverra-t-elle des ouvriers pour nettoyer cette cour et fera parvenir la facture au propriétaire? Merci. Alors, nous avons déjà en grande partie répondu, mais je passerai la parole à M. Gilles Côté
pour compléter au besoin? Oui, juste pour mentionner que pour nous, c'est un dossier prioritaire, puis un inspecteur qui passe au moins une fois semaine, c'est pas deux à l'occasion. Et juste aussi qu'on a on a demandé à un inspecteur à Sécurité Incendie de Montréal aussi qui est intervenu, qui est allé visiter le lieu il y a quelques semaines pour voir la situation. Puis comme je mentionnais dans l'autre avis, c'est qu'on doit aller par étapes. Il y a 3 étapes. On a déjà suivi les deux étapes. Et bientôt, on va pouvoir probablement, à moins que le propriétaire nettoie son terrain, on va devoir pouvoir intervenir à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup pour le complément. Et puis, c'est sûr, une des questions, c'était par rapport au feu. Donc, effectivement, ce n'est pas permis donc d'appeler le 911 dès que ça se produit. Et c'est pour ça que les autorités compétentes, donc police et pompiers, peuvent se déplacer rapidement quand c'est nécessaire. Là, il faut surtout pas hésiter. Et ça, c'est en plus du travail des inspecteurs qui est fait en ce moment pour régler le dossier de manière durable. C'est ce qu'on souhaite tous, je peux vous assurer. Alors, nous avons fait, je pense, le tour des questions, n'est-ce pas? Oui.